Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle Le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+. Mais nos discussions s'adressent à tous. Nous allons explorer des thèmes variés, partager des expériences et promouvoir une compréhension inclusive de la sexualité. Restez avec nous pour des échanges authentiques et éclairants qui vous inviteront à réfléchir et à approfondir votre connaissance de la sexualité. Bienvenue à tous. On va faire un petit tour de table, donc brièvement. Donc à ma droite, on a Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour, je suis infirmière au centre Le Griffon. Moi, je suis Tiffany, je suis médecin au dépistage au Griffon. Ok. Et à ma gauche. Bonsoir, Pascal, je suis médecin également, intervenant sur le Griffon et infectiologue. Ok, très bien. Donc dans cet épisode, on va parler de la PrEP et des IST. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on dit IST et plus MST ? Alors moi, il me semble que c'est pour le côté... c'est pas une maladie, c'est juste une infection et ça va se soigner, ça va se traiter. Ok. Mais j'avoue que j'ai pas suivi le débat sur IST et MST. Est-ce que toi tu sais, François ? Alors Pascal, si je me trompe pas, est-ce que c'est juste parce que le côté MST était associé à maladie, alors maladie c'est quelque chose de visible, quelque chose de symptomatique, alors qu'une IST ne l'est pas forcément. Probablement parce que infection, dans maladie sexuellement transmissible, il y a maladie. Et que maladie, ça va exclure les portages. Puisqu'on a dernièrement, avec les dépistages plus larges qu'on réalise, on dépiste des personnes qui sont porteuses d'agents infectieux, sans signe clinique, donc qui sont simplement porteurs et qui n'ont pas de signe de maladie. Et que dans ce cas-là, peut-être que le fait d'élargir à infection plutôt que maladie, ou encore qu'infection, c'est pareil, il y a des signes cliniques, donc peut-être qu'on élargit à ces portages. Ok, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un se sentirait à l'aise pour me présenter les différentes IST ? Il y en a beaucoup. Ouais. On peut peut-être commencer par celle qu'on dépiste sur place au Griffon. Ouais. On a une machine qui permet de dépister rapidement les chlamydia et les gonocoques au Griffon. La présence au niveau de la gorge, au niveau anal ou au niveau urinaire ou vaginal. On peut aussi dépister rapidement le VIH et l'hépatite C au Griffon. Et après, on peut faire des prises de sang qu'on envoie dans un autre laboratoire pour le reste des IST les plus communes, donc les hépatites A, B et C, la syphilis. Et après, il y a d'autres tests qui sont possibles pour certaines infections comme l'herpès ou le monkeypox, et d'autres encore, le trichomonas, le mycoplasma genitalium qu'on va chercher parfois. La dernière, c'est celle qui est un petit peu plus rare, non ? On la trouve moins facilement, celle-ci ? Le mycoplasma genitalium, en fait, c'est une infection qui est quand même assez fréquente, mais elle donne rarement des symptômes, et du coup, elle donne rarement des signes cliniques, et du coup, on la tolère. On ne va pas chercher forcément à l'éradiquer par un antibiotique, parce qu'on se rend compte qu'on peut la laisser et elle ne va pas rendre la personne malade. Ok. Et elle pose par ailleurs des problèmes de résistance également aux antibiotiques. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'arriver à traiter des infections, quand il y a vraiment des signes cliniques, des infections à mycoplasma. Donc on sélectionne et on essaye de réduire la pression de sélection par les antibiotiques. Donc celle-ci, elle est souvent asymptomatique ? Oui. Ouais. Et sinon, en règle générale, pour les autres IST, quels vont être les symptômes principaux ? Je pense qu'on peut faire IST par IST parce que ça dépend vraiment de chaque agent infectieux. Ok. Du coup, si on reprend la liste dans le même sens, chlamydia et gonocoque, ça se ressemble, les symptômes. C'est quasiment impossible de faire la différence à coup sûr juste grâce aux symptômes. Ça va être, quand c'est au niveau de la gorge, mal à la gorge, ou bien une inflammation des gencives, ce genre de choses. Au niveau de l'anus, ça peut être des glaires anales, des douleurs, des contractions involontaires de l'anus, des diarrhées, des douleurs dans le ventre,
des fausses envies d'aller à la selle et en fait, il n'y a rien. Ça peut être ça. Au niveau urinaire, ça donne la chaude pisse, l'impression qu'on a des lames de rasoir quand on va faire pipi, ou bien un écoulement qui peut sortir. Et quand on a un vagin, la sensation de brûlure intravaginale ou de démangeaison, de douleur. Est-ce qu'Alexandra, tu aurais des questions sur les IST? Il me semble que tu as préparé plein de questions. J'avais surtout préparé pour la PrEP, Ouais. mais j'avais fait un peu comme toi les IST les plus courantes et les symptômes, tout en précisant qu'il y en a beaucoup qui sont quand même ça arrive souvent que c'est asymptomatique. Et surtout, moi je voulais revenir plutôt sur les délais de dépistage parce qu'on a beaucoup d'usagers qui ne savent pas quand il faut venir. Ouais. Donc nous, au centre, on conseille de venir 15 jours en moyenne après le dernier rapport sexuel à risque. Donc c'est-à-dire un rapport non protégé, donc sans préservatif, sexe oral inclus. Donc il faut bien attendre 10-15 jours parce que si on vient trop tôt, on risque un faux négatif. Ça, c'est vrai pour chlamydia et gonocoque. Ouais. Oui, nous, parce qu'au centre, pour les IST, c'est surtout chlamydia gonocoque qu'on peut voir rapidement. On a le résultat en 2 heures, donc c'est surtout pour ça que... Et pour le reste, c'est pour la syphilis, ce sera plutôt 6 semaines. Tout comme pour le VIH, l'hépatite A. Ouais. Et le VIH, on peut faire une charge virale au centre, où là, c'est pareil, c'est à partir de 15 jours. Et jusqu'à 1 mois. En fait, c'est à partir du 15e jour pour la charge virale. Voilà, c'est ça. Après, si la personne est infectée, de toute façon, la charge virale restera positive en dehors de la mise en route d'un traitement. Ouais, c'est ça. La charge virale, est-ce qu'on peut rappeler brièvement ce que c'est, docteur? La charge virale, en fait, on va dénombrer, quelle que soit la charge virale, on peut le demander pour le VIH, on peut le demander pour l'hépatite C, on peut le demander pour l'hépatite B, donc on va quantifier un nombre de virus par millilitre de sang. Et ça va nous permettre de savoir, déjà, si on trouve le virus dans le sang et à quelle quantité on retrouve le virus dans le sang. Et notamment dans le cas de l'infection par le VIH, ça permet, ou l'hépatite B et l'hépatite C, ça permet d'assurer aussi un suivi du traitement et de s'assurer que les traitements sont efficaces. Soit pour guérir, soit pour contrôler l'évolution de la maladie, l'infection. Les infections plutôt bactériennes qu'on a citées, gonocoque, syphilis, chlamydia, trichomonas, qui sont parasitaires, mycoplasma, sont des infections qu'on va pouvoir traiter et guérir. Par contre, on n'a pas d'immunité protectrice contre ces infections-là, donc après guérison, si on se réexpose, on peut se réinfecter. Et ça nécessitera de renouveler un traitement. Et puis on a d'autres infections, plutôt des infections virales, notamment donc, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Quand on met en route des traitements qu'on va pouvoir chroniciser ou qui peuvent évoluer directement vers une phase chronique de l'infection. Et les traitements vont avoir pour objectif. Alors pour l'hépatite C, on arrive à guérir et à faire des rémissions. Pour VIH, hépatite B, en fait, on contrôle l'infection, on n'arrive pas systématiquement à guérir. En fait, on ne peut pas éradiquer, on ne peut pas détruire complètement le virus. On fait en sorte que le virus ne se multiplie plus, ne se reproduise plus et n'induise pas de complications. Mais on ne peut pas éliminer le virus au niveau de l'organisme. Et le traitement fait qu'on garde un peu en dormance le virus dans l'organisme. Donc ça, c'est vrai pour l'hépatite B et le VIH. L'hépatite C, on peut avoir ces stades aussi de chronicité comme ça. Mais habituellement, on essaye d'arriver à l'éradication de l'hépatite C. Et pareil pour l'hépatite C, les gens peuvent se réinfecter avec une autre souche de virus de l'hépatite C. Il y a plusieurs souches qui circulent. Et si on guérit d'une infection à l'hépatite C d'un certain sous-type, on peut se réinfecter avec d'autres sous-types. C'est pas de chance. Et c'est pas de chance. Et on est obligé de retraiter à ce moment-là. Ça me fait penser à une infection dont on n'a pas encore parlé, c'est l'herpès. Ouais. Celle-là, une fois qu'on l'a, on la garde toute la vie aussi. Elle est en dormance dans le corps et elle peut réapparaître à certains moments, surtout quand on est fatigué ou quand on a pris le soleil. Enfin, chacun a ses facteurs de déclenchement de la crise. Et du coup, on est contagieux quand on a les boutons de l'herpès qui apparaissent. Et malheureusement, on est aussi contagieuse 48 heures avant la poussée. Et du coup, on peut contaminer quelqu'un sans même savoir qu'on va faire une poussée. Il y a des médicaments qui permettent de raccourcir la durée de la poussée. Qui est douloureuse. Qui peut être douloureuse, mais pas forcément. Ça peut juste picoter aussi. Et donc, si on n'a pas d'herpès, comment est-ce qu'on peut se protéger et préserver? On ne peut pas.
En fait, c'est hyper contagieux l'herpès Ouais. à partir du moment où il y a un contact avec la lésion, avec le bouton. C'est hyper difficile de faire du sexe entièrement protégé, Ouais. aucun contact. Je pense qu'elle France. Et il y a un autre virus dont on aimerait bien parler, c'est le papillomavirus. Celui-là, il y en a une quarantaine de différents pour les humaines. Et une fois qu'on l'a rencontré, donc il faut savoir que c'est quand même un virus qui est très très courant. Il y a à peu près 80% de la population en France qui va le rencontrer au cours de sa vie sexuelle, donc c'est vraiment bénin, enfin c'est courant. Une fois qu'on l'a rencontré, le corps il va fabriquer une immunité, des anticorps pour l'évacuer, ce virus, et ça met en moyenne 2 ans à être évacué. Mais dans l'intervalle, certains de ces virus vont pouvoir provoquer des lésions cancéreuses ou précancéreuses, ou bien des lésions qui ressemblent à des verrues, qu'on appelle des condylomes. Donc ça dépend de la famille par laquelle on a été infecté. Et on peut se faire vacciner, non? Oui, et l'avantage c'est que par rapport à toutes ces infections dont on a parlé, notamment pour les infections virales, on peut se vacciner et être protégé. Donc on peut se faire vacciner contre l'hépatite A par exemple, qui est pas stricto sensu une infection sexuellement transmissible, mais qui est rattachée aux infections sexuellement transmissibles. Comment ça s'attrape? Dans le cadre de certaines pratiques. Habituellement, l'hépatite A, c'est ce qu'on appelle c'est un virus qui est transmis dans le cadre du risque orofécal. Donc orofécal, oro comme bouche, fécal comme tube digestif. Et classiquement, c'est transmis par la consommation d'eau contaminée, d'aliments contaminés, insuffisamment cuits, etc. Dans le cadre des pratiques sexuelles, ça peut être transmis par certaines pratiques sexuelles, notamment ce qu'on appelle l'anulingus, pour peu que le ou la partenaire soit infecté par le virus de l'hépatite A qui est émis et qui est éliminé par les selles. Là, du coup, ça se transmet directement de la personne porteuse à la personne susceptible et réceptrice. Donc on peut se protéger par la vaccination contre l'hépatite A, notamment dans le cadre de ces pratiques sexuelles ou quand on voyage à l'étranger, puisque c'est une pathologie qu'on va retrouver dans des pays qui sont endémiques pour l'hépatite A. On peut se protéger contre l'hépatite B par la vaccination également. On peut se protéger contre le monkeypox, qui est une infection virale aussi, par la vaccination. Et on peut se protéger du HPV par la vaccination également. Le HPV, c'est le papillomavirus dont on a parlé, et on va se protéger contre certains papillomavirus, c'est-à-dire que ça n'empêchera pas d'être infecté par des papillomavirus ou de faire des condylomes après la vaccination, mais ça va prévenir les infections à papillomavirus qui sont habituellement, qui risquent de provoquer des cancers, et donc on va se protéger contre ces papillomavirus qu'on appelle oncogènes, donc qui vont provoquer des cancers. Et du coup, pour le vaccin du papillomavirus, il y a un âge limite en France. Dans les recommandations. Oui. Mais dans les faits, est-ce que tu conseilles de te faire vacciner jusqu'à quand? Moi, je le fais, quel que soit l'âge. Okay. Alors, officiellement, c'est remboursé jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans pour tout le monde et 26 ans pour les garçons. Non, pour les garçons qui ont des rapports avec d'autres garçons. Voilà. HSH, qui signifie rapport sexuel entre garçons, homme, sexe, homme. Oui. Donc si vous voulez un vaccin remboursé, il faut dire que vous avez des relations avec d'autres garçons et comme ça, vous avez les vaccins qui sont remboursés. Sinon, il faut les payer à la pharmacie et ça coûte 100 € le vaccin. 120. 120. Ça a augmenté. Chaque dose. Chaque dose, et il y a 3 injections. Et moi, j'avais dans la tête que la vaccination protégeait contre 80% des condylomes et 90% des cancers de l'anus, à peu près. Oui. Et c'est ce virus-là qui provoque aussi la grande majorité des cancers du col de l'utérus chez les personnes qui ont un utérus. Et cancer du canal anal, pour ceux qui ont un canal anal, donc tout le monde. D'où l'intérêt de la vaccination large, pas simplement à destination des filles, mais également des garçons, pour ceux qui ont des relations avec d'autres garçons, ou qui peuvent être contaminés par l'utilisation aussi. Alors ça, on y reviendra sur les modes de transmission, mais contaminés de façon indirecte dès lors qu'on introduit quelque chose dans un orifice au décours d'un rapport sexuel. Et alors, il y a les modes de transmission et l'utilité du préservatif, parce qu'on nous parle sans cesse d'un rapport sexuel protégé, préservatif, mais on se rend bien compte que ça passe quand même si on met des préservatifs. Il n'y a pas tout qui passe. Oui. Les choses qui vont passer sont les choses qui ne vont pas se retrouver uniquement au niveau des zones génitales. Comme en gros, le monkeypox, l'herpès virus, la syphilis, parce qu'on parle des éruptions cutanées généralisées qui peuvent être contagieuses,
Dès lors qu'on n'aura pas simplement des lésions localisées au niveau des zones génitales, le préservatif ne sera pas un rempart complètement efficace si on est au contact de lésions qui sont en dehors de la zone protégée. Mais si, dans le cadre d'une syphilis primaire, par exemple avec un chancre syphilitique, si la personne protège son rapport, le chancre est sous le préservatif, il n'y a pas de transmission qui se fait. Et pour moi, la différence, elle est aussi, par exemple, le VIH, c'est dans le sperme. Et du coup, là, la capote fonctionne bien, parce qu'il y a un peu de liquide séminal avant, mais ça reste moins important qu'en quantité. Mais par contre, par exemple, le chlamydia, le gonocoque, c'est présent plus largement au niveau des muqueuses. Et dès qu'il y a un contact avant la pénétration, où là, on met la capote, et ben on se contamine. C'est pour ça que le préservatif, ça n'empêche pas la transmission du chlamydia, du gonocoque, de l'herpès, du papilloma. En fait, la transmission va se faire par contact direct. Donc, c'est par contact direct ou indirect. Donc, par contact direct entre deux personnes, de muqueuse à muqueuse, habituellement, ou dès lors qu'on entre en contact avec une lésion, s'il y a une lésion qui existe. Un chancre, un bouton de monkeypox, par exemple, enfin une vésicule, un bouton vésiculeux de monkeypox, ça va pouvoir transmettre des agents infectieux dès lors qu'on est en contact direct de la lésion. Et puis, il peut y avoir une transmission indirecte par l'intermédiaire soit des doigts, qui peuvent passer d'un individu, d'une personne à une autre, et qui peuvent transmettre ces agents infectieux, soit par du matériel qui est utilisé, soit par des surfaces sur lesquelles les agents infectieux peuvent tout à fait bien survivre plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines si elles ne sont pas correctement entretenues, pour peu qu'il y ait une ambiance un peu humide, un peu chaude, et qui va permettre la survie des agents infectieux. Et dès lors qu'on entre en contact de ces surfaces, on va pouvoir récupérer ces agents infectieux. Et donc forcément, à ce moment-là, le préservatif, pour le coup, ne sera pas utile. Mais alors, comment est-ce qu'on se protège ? Alors, en utilisant de façon large le préservatif, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est avant toute pénétration, et dès lors qu'on envisage un rapport sexuel, il faut pouvoir mettre le préservatif. Et très souvent, le préservatif est mis uniquement dans le cadre d'une préservation d'une grossesse, et pas d'une préservation dans des rapports hétérosexuels, pas dans le cadre d'une préservation vis-à-vis des IST. Dans le cadre de rapports garçon avec garçon, c'est souvent mis en place pour récupérer le sperme, parce qu'il y a souvent, les gens gardent en tête qu'il y a un risque uniquement en lien avec un contact avec le sperme. Donc le préservatif doit être mis en place avant toute pénétration, et quelle que soit la pénétration. Rectale, vaginale et buccale, parce que très souvent le rapport orogénital n'est pas considéré comme un rapport sexuel, alors que c'est un rapport sexuel qui est à risque. Et puis après, dans d'autres pratiques, que ce soit le cunilingus, l'anulingus, on peut utiliser ce qu'on appelle des digues dentaires. Ce sont des carrés de latex qui sont à disposer en barrière entre la langue, la bouche, et soit la muqueuse rectale, soit la muqueuse vaginale, pour protéger d'une transmission d'agents infectieux. Est-ce que c'est beaucoup utilisé ? La digue dentaire, non, très peu. Le préservatif, moyennement moins dans certaines populations maintenant, avec la PrEP, donc on évoquera plus tard. Mais non, c'est très peu utilisé. Et puis après, bien évidemment, quand on l'a évoqué tout à l'heure, il suffit qu'il y ait des lésions à distance qui ne soient pas sous la digue dentaire ou sous le préservatif. Là, c'est clair que on peut s'exposer, on va pouvoir se contaminer. Donc, mis à part une abstinence complète ou une exclusivité de rapport sexuel avec son ou sa partenaire fixe, dès lors qu'on multiplie le partenariat et le nombre de partenaires, il y a un risque inhérent à l'activité sexuelle. Malheureusement. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit point sur les femmes qui ont des rapports avec d'autres femmes. C'est vrai que la digue dentaire, c'est pas franchement adapté au rapport sexuel, c'est compliqué à utiliser, ou les gants, c'est très peu utilisé. Et du coup, ce qu'on recommande, c'est le dépistage régulier, parce qu'il y a encore des médecins qui ne sont pas formés au fait que même entre personnes à vulve, on peut se transmettre des IST, et on s'en transmet plein. Et du coup, il faut faire des dépistages tous les 3 mois régulièrement quand on change de partenaire. Et c'est très vrai pour d'autres infections, par exemple le fait de se frotter sans pénétration. Donc là, on va dire oui, il n'y a pas pénétration, je ne mets pas de préservatif, ou je ne mets pas de préservatif féminin, par exemple. On parlait tout à l'heure des condylomes. Les condylomes, par exemple, sont contagieux sans pénétration. Il suffit qu'il y ait des condylomes et de se frotter avec son partenaire sans pénétration pour pouvoir attraper des condylomes
et de se transmettre donc du papillomavirus. Ou du monkeypox, si c'est des lésions de monkeypox, ou des lésions de syphilis, si c'est des lésions de syphilis qui sont malheureusement pas uniquement au niveau des muqueuses, mais parfois au niveau cutané. On en a de temps en temps au niveau du sillon entre les seins, dans le cas des travailleurs du sexe, travailleuses du sexe par exemple, qui, avec certaines pratiques, ce qu'on appelle la branlette espagnole, on va retrouver des chancres, un chancre syphilitique entre les seins par exemple. Puis l'utilisation de préservatifs aussi, on avait dit sur les sextoys. Il faut bien y penser aussi quand on se prête le matériel, de mettre un préservatif, une autre personne, un autre préservatif. Parce que là aussi, il y a une contamination qui se fait dans ces moments-là. Ouais. Et ça, on n'y pense jamais. Les gens n'y pensent jamais que le partage de sextoys est à risque. Et qu'un sextoy, entre deux pénétrations, doit être protégé. Donc, ça veut dire changement de préservatif, en théorie. Et ensuite, après utilisation, nettoyer, désinfecter correctement avant d'être rangé. De même dans le sexe en groupe, quand on change de partenaire, on change de préservatif. Normalement. C'est toute la problématique du sexe en groupe et de ses usages. Tant qu'on reste, conscient de ce qu'on fait et au clair avec ce qu'on fait, on peut arriver à réduire le risque. Après, il faut vraiment avoir une organisation militaire dans le sexe en groupe pour faire changer de préservatif à tout le monde, changer de préservatif entre deux intromissions de sextoys. Et c'est encore plus difficile quand on a affaire à des plans perchés, donc dès lors qu'on a des relations sexuelles sous substances psychoactives, où là on n'est plus tout à fait maître de ce qui se passe et de ce qu'on fait. Donc là encore, c'est une situation qui augmente le risque de transmission. Ça s'appelle le chemsex. Le chemsex, entre autres. On parlera dans un prochain épisode. Ou le sexe sous alcool, ou là qui sort un peu du chemsex, alors qu'on devrait peut-être pouvoir aussi le rentrer. Le chemsex, c'est plus d'autres types de drogues, mais voilà, c'est dès lors qu'on a absorbé des substances psychoactives qui vont modifier le jugement et modifier le niveau de vigilance. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur les IST FSF ? Juste être bien vigilante, parce que des fois les professionnels de santé sont mal formés. Et moi je suis médecin et j'ai 35 ans et j'ai reçu aucune formation dans mon cursus universitaire sur ces transmissions. Et du coup, la première fois que j'ai été confrontée à un couple de filles en face de moi, je me suis dit mince, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'elles transmettent? Et du coup j'ai dû réfléchir et je me suis dit oui, effectivement, il faut les dépister. Et parce qu'en plus on a été déformés dans notre formation, parce que dans notre formation, et de par l'épidémiologie de l'infection par le VIH, notamment l'infection par le VIH concernait quasiment pas, très très peu, les femmes ayant des relations avec d'autres femmes, sauf celles qui avaient eu des relations antérieures hétérosexuelles qui avaient pu être contaminées par des partenaires masculins. Et donc du coup, nous, du fait de notre formation par rapport au risque VIH, on était surtout concentrés sur les relations hétérosexuelles, les relations homosexuelles masculines, et pas sur les relations homosexuelles féminines. Et c'est vrai que c'est tout un pan de l'épidémiologie, de la transmission d'agents infectieux qu'on a peut-être, et certainement, pas peut-être, qu'on a certainement négligé jusque-là. Voilà, les lesbiennes sont les bienvenues au Griffon. On les dépiste. D'où la nécessité de se dépister régulièrement, en tout cas en début d'une relation qui pourra être fixe par la suite, enfin stable par la suite, et surtout quand il y a une relation stable mais ouverte à d'autres partenaires dans le cadre de ces relations femme avec femme, ce qui est exactement la même chose des relations homosexuelles, bisexuelles masculines, dès lors qu'on n'a pas d'exclusivité. Il faut penser à se faire dépister quand on est un couple ouvert à d'autres partenaires. Et tous les combien de temps à peu près, les recommandations? Recommandation, c'est au moins une fois par an, et quand il y a plusieurs partenaires, c'est dans le cas de nous de la PrEP, c'est tous les 3 mois régulièrement. Et puis ensuite, ça va être adapté aussi aux fréquences d'exposition qu'il va pouvoir y avoir. Mais c'est pas nécessaire de venir tous les mois se faire dépister. Ni après chaque rapport systématique. C'est vrai que c'est intéressant à dire. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire aux usagers, c'est que il n'y a pas vraiment de recette de date pour un bon dépistage. Ça va vraiment être en fonction de sa sexualité. Si on est quelqu'un qui a une sexualité très active, avec de multiples partenaires et pas forcément protégé, c'est quand même
c'est quand même intéressant de le faire plus souvent que quelqu'un qui est marié depuis 20 ans dans un couple exclusif. Par exemple, les travailleuses du sexe, on leur propose tous les mois une ordonnance pour se faire dépister. Mais là, c'est un cadre très particulier. Je vois par analogie, dans le cadre de la PrEP, le suivi des PrEPeurs, donc ils sont sous traitement préventif vis-à-vis du VIH, pour ne pas s'infecter. Eux, c'est régulièrement, c'est recommandé tous les 3 mois. Et on leur demande d'avancer leur contrôle dès lors qu'ils ont des signes cliniques dans l'intervalle, ou s'il y a vraiment une prise de risque énorme, avec une notion de risque particulier chez les partenaires, à ce moment-là, dans l'intervalle de venir se refaire dépister, sinon c'est en gros tous les 3 mois. Et s'il n'y a pas de prise de risque particulière, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Juste sur les IST, je voulais revenir sur quelque chose Oui. et juste dire que c'était pas grave et que c'est parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui se sentent stigmatisés, qui ont peur de l'annoncer à leurs autres partenaires, il y a des gens qui me disent qu'ils se sentent sales. Du coup, je voudrais juste dire que c'est ok, que c'est normal, ça fait partie de la vie sexuelle. C'est comme avoir une grippe parce qu'on a pris le métro en période de grippe et que c'est pas grave, c'est rien de sale. Plein de gens en ont et c'est tout à fait ok, il y a des traitements pour. Et, tout le monde en a, oui, pardon, j'ai fait une faute en plus quand je parle. Et que voilà, c'est ok, il y a des traitements et que c'est pas grave. Et là, l'important, c'est de le dire à ses autres partenaires pour qu'ils puissent ensuite se faire traiter. Et voilà, mais il n'y a aucune honte à avoir d'avoir une Et alors, IST. là-dessus, donc, pour prévenir ses partenaires, il y a une plateforme qui existe si on veut éviter le texto de la honte ou quoi que ce soit. Ça s'appelle Notification Partenaire, où il suffit juste d'indiquer le numéro de la personne et ensuite cette personne reçoit sur son téléphone portable un message l'invitant à aller se faire dépister car il a été en rapport avec quelqu'un qui a une infection. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir cette info. Et on est toujours content de recevoir un texto, que la personne ait fait l'effort de nous prévenir. Donc ça fait toujours plaisir d'être pris en considération quand on le reçoit. Non, et par rapport à la honte que tu évoquais tout à l'heure, que pouvaient évoquer ou ressentir certaines personnes, ou la peur d'en parler, il faut bien remettre aussi dans le contexte avec notamment le nombre de porteurs non symptomatiques. Et que c'est pas parce qu'on l'a dépisté chez une personne que c'est forcément cette personne-là qui va l'avoir donné à d'autres. Et que vu le nombre de porteurs asymptomatiques sans signe clinique, en fait il suffit juste de dire voilà, moi on m'a dépisté ça, je sais pas qui me l'a donné, je sais pas d'où ça vient, mais je vous avertis et je vous informe. Est-ce que cette recrudescence de IST qu'on voit ces dernières années peut avoir un lien avec la PrEP qui a été mise sur le marché ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là. Dans la communauté, ou dans la population HSH, donc la population de garçons ayant des rapports avec des garçons, oui, on se rend compte que depuis l'utilisation de la PrEP, on a quand même une augmentation des IST, notamment dans une population qui ne prenait pas de risques jusque-là. C'est-à-dire qu'on avait déjà une part d'HSH qui pratiquait ce qu'on appelait le bareback, donc le fait d'avoir des relations sexuelles non protégées entre partenaires consentants, et qui avait déjà un assez haut niveau d'IST. La PrEP n'a pas modifié le niveau d'IST dans cette population-là. Par contre, ce qu'on a vu apparaître dans des populations qui ne prenaient pas de risques jusque-là, et qui, du fait de la mise sous PrEP, ont eu des rapports sexuels non protégés, alors qu'avant ils avaient des rapports exclusivement protégés avec des partenaires non fixes. Du fait de ces rapports sexuels non protégés, on a vu réapparaître des IST dans cette part de population. Ok. Et après, dans la population hétérosexuelle, on suit les choses et on a une petite tendance à l'augmentation ces dernières années. Alors qu'ils ne sont pas concernés par la PrEP, forcément. Ils sont indirectement concernés par la PrEP. En tout cas, ce n'est pas la cible principale de la PrEP, la population hétérosexuelle, alors qu'elle pourrait l'être si il suffit qu'on soit multipartenaire avec une activité, ou en tout cas un besoin sexuel important avec un nombre de partenaires élevé. Donc, ça pourrait rentrer dans un cadre de PrEP, mais ce n'est pas la cible principale. Mais on a plus de rapports sexuels et on a un développement des clubs libertins et des clubs échangistes aussi chez les hétérosexuels qui amènent une offre de sexualité plus importante, et on a un développement de plateformes de rencontres aussi
plus importante ces dernières années chez les hétérosexuels qui amène une offre sexuelle plus importante aussi. Et on sait par ailleurs que l'utilisation du préservatif est quand même moindre dans la population hétérosexuelle que dans la population homosexuelle, historiquement, en lien avec la préservation du VIH dans les populations homosexuelles. Du coup, la première question, c'était exactement qu'est-ce que la PrEP et comment ça se prend et qui peut la prendre. Exactement. Parce qu'il y a des différences si on est un homme cis, si on est une femme cis, si on est une personne trans. Le schéma n'est pas le même, donc est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Déjà, qu'est-ce que c'est que la PrEP ? Je vais répondre. Alors la PrEP, c'est le fait de prendre un traitement antiviral. Donc c'est une association de 2 médicaments antiviraux qui vont protéger d'une infection par le VIH. C'est des traitements habituellement qu'on utilise dans le cadre du traitement de l'infection par le VIH. Et on a réussi à démontrer par des études que le fait de prendre ces 2 médicaments chez des personnes qui sont exposées au VIH du fait d'avoir des rapports non protégés avec des partenaires, plusieurs partenaires, soit des partenaires connus, fixes ou non connus, permettait donc de prévenir cette infection. Et le fait de prendre cette PrEP, cette combinaison de médicaments, prévenait l'infection par le VIH, à condition de prendre correctement, on verra quels sont les schémas, et d'être observant dans la prise de traitement. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse essentiellement actuellement à des populations masculines ayant des rapports avec d'autres garçons, donc des garçons ayant des rapports avec des garçons, des rapports homosexuels, que ce soit des rapports homosexuels stricts ou dans le cadre de bisexualité. On peut proposer à ces personnes-là de prendre la PrEP, le traitement pré-exposition, pour les protéger de l'infection par le VIH. Donc ça ne protège que de l'infection contre le VIH et pas des autres IST. Ce qui fait que normalement la PrEP, s'il y avait un trépied pour la PrEP, il y avait le maintien du préservatif pour protéger d'une façon large contre les IST, le filet de sécurité vis-à-vis du VIH si jamais on avait un rapport non protégé avec la PrEP, donc qui protégeait d'une infection par le VIH, et le 3e pied du trépied, c'était la surveillance régulière qu'on a évoquée tout à l'heure, dans le cadre de rapports non protégés, tous les 3 mois, recommandés dans le cadre de la mise sous PrEP. Je compléterai juste pour qui, en disant qu'on peut aussi, quand on est une femme, prendre la PrEP si on a des partenaires réguliers multiples, qu'on soit travailleuse du sexe ou pas. Et du coup, vous pouvez expliquer les différents schémas, parce que c'est pas les mêmes, du coup. Il y a 2 manières de prendre la PrEP, c'est selon ses besoins et selon son ressenti. On peut la prendre tous les jours en continu. Donc on commence avec 2 cachets et ensuite c'est 1 cachet à heure fixe. L'avantage c'est que c'est assez stable comme concentration et que c'est assez fiable. L'inconvénient c'est qu'on est obligé de le prendre tous les jours même quand on n'en a pas besoin. Et il y a une autre manière de la prendre, c'est à la demande, où on va prendre des cachets avant le rapport sexuel et on va prendre des cachets après le rapport sexuel et encore le jour d'après. Donc 2 heures avant, le lendemain et le surlendemain. Et ça encadre une séance de rapport sexuel. Cette technique-là, elle est super parce que c'est que quand on en a besoin, mais par contre, elle a 2 inconvénients, c'est qu'il faut être capable d'anticiper d'au moins 2 heures ces rapports sexuels, et il faut être archi rigoureux sur l'horaire de la prise, parce que quand c'est à 24 heures et à 24 heures, on n'a que plus ou moins 2 heures pour bien prendre sa PrEP, et si on dépasse ce créneau-là des 2 heures de battement, on ne peut plus rien garantir en termes d'efficacité. Donc ça, c'est la personne qui va choisir ce qu'elle décide de faire, sauf pour les personnes qui ont un vagin et qui s'en servent pour les rapports de pénétration vaginale, où là, la PrEP, malheureusement, on a moins d'études et il semble dire que ça diffuse moins dans la muqueuse vaginale et on ne peut pas se permettre de la prendre à la demande. On est obligé de la prendre en continu ou bien de faire un à la demande un peu particulier, où on va la prendre pendant 7 jours avant le rapport et 7 jours après, mais bon, c'est plus vraiment à la demande. Ça demande de l'organisation. Il y a des applications qui ont été faites pour suivre la prise de la PrEP et ça permet d'avoir des rappels, de ne pas oublier. Ça tenir un calendrier un peu. Ouais, c'est ça fait piluler en ligne, comme ça quand le lendemain on se dit merde, est-ce que je l'ai prise ou pas ? Et à quelle heure ? Et on voit, parce qu'en fait ça se note sur l'application, c'est AT-PrEP, MyPrEP et Live4Me. Et donc dans le schéma discontinu, c'est ça, c'est 2 cachets, minimum 2 heures avant, 1 cachet le lendemain, à la même heure que le jour J, et J2 à la même heure que J0, c'est ça ? Exactement. 2 cachets, 1 cachet, 1 cachet. 2 plus 1 plus 1. À condition qu'il n'y ait qu'un seul rapport sexuel. Si jamais dans l'intervalle on a 2 nouveaux rapports sexuels,
il faudra toujours qu'il y ait 2 prises après le dernier rapport sexuel, à 24 heures d'intervalle. Ça, c'est vraiment le truc à retenir quand on Ouais. l'apprend à la demande, c'est toujours prendre 2 jours de plus après le dernier rapport sexuel à protéger. Et là, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et en termes de pourcentage, il me semble que la PrEP, en tout cas l'année dernière, était fiable à 96%. 97% Oh. même. Autant dire presque 100%. La marge qui reste est vraisemblablement liée à un problème ce qu'on appelle d'observance, c'est-à-dire que les comprimés ne sont pas pris soit au bon moment, soit ne sont pas pris en totalité, soit sont arrêtés pour tout un tas de raisons, parce que les gens les oublient, parce qu'ils ont dépassé l'heure de prise sur des prises discontinues, ou parce que carrément ils ont oublié de prendre plusieurs jours de traitement. Même s'il y a une petite pardonnance entre guillemets quand on est en prise continue, les contaminations sous PrEP sont liées à un problème d'observance, visiblement. Ok. Et donc si on est bien observant et qu'on prend bien sa PrEP, on va dire que la protection est quasiment de 100%. Et justement, pour revenir là-dessus aussi, que faire si on a mal pris notre PrEP, si on a un oubli? Est-ce que vous pouvez parler du TPE, du coup? TPE, traitement post-exposition. Donc, à l'inverse de la PrEP, ce traitement va être mis en route si on a identifié une exposition au virus du VIH notamment, après un rapport à risque. Donc ça ne sera plus en prophylaxie, en prévention, mais ça sera plus en prévention d'une contamination, ça sera en prévention d'une contamination à la suite d'un rapport sexuel. Donc ça reste quand même de la prévention, mais c'est de la prévention tardive, après. On a un délai pour mettre en route un traitement post-exposition, puisqu'on a jusqu'à 48 heures après la survenue d'un rapport à risque pour mettre en route un TPE. Les études ont montré qu'au-delà de 48 heures, il n'y avait pas d'intérêt si jamais on est exposé au VIH notamment. C'est trop tard pour mettre en route un traitement post-exposition. Souvent, les usagers, quand on leur explique, ils comparent à la pilule du lendemain. Mm. Sauf que là, le TPE, c'est quand même un comprimé par jour pendant un mois, pendant 28 jours. Alors que la pilule du lendemain, c'est un C'est cachet. une fois, ouais. Mais c'est pour dire, il vaut mieux la prendre le plus vite possible quand ça arrive. Dans les 4 heures, c'est le mieux. Donc si un jour ça vous arrive ou à des copains, copines, c'est direction les urgences si c'est la nuit, ou bien la journée, ou bien le Griffon, ou bien les Cégides, sans tarder. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. Et donc le principe du traitement, là pour le coup, c'est plus une bithérapie, c'est une trithérapie anti-VIH qui est utilisée habituellement dans le traitement et que là on utilise en prévention d'une infection après une exposition au virus. Et donc elle à prendre effectivement pendant un mois. Et en termes, du coup, j'entends bithérapie, trithérapie. Il peut y avoir des effets secondaires Bien quant sûr, à la PrEP. comme toute prise de médicaments, il y a des effets indésirables, il y a des indications, des contre-indications. Et il y aura des effets indésirables. La plupart du temps, ce sont surtout des effets de type digestif. On peut avoir des troubles, nausées, vomissements, des diarrhées. Une fatigue, on peut avoir une fatigabilité musculaire. Voilà, c'est les signes les effets indésirables les plus fréquents. Puis après, il y a d'autres effets indésirables, il y a des intolérances, il y a d'autres effets indésirables. Et puis on peut avoir une intolérance biologique également. C'est la raison pour laquelle, quand on met en route, que ce soit le TPE ou la PrEP, on aura une surveillance biologique également qui sera mise en route, qui est différente selon qu'on met en route la PrEP ou qu'on utilise la PrEP du TPE. On aura des surveillances notamment du foie et des globules blancs. Enfin, on fera une surveillance du sang, s'assurer que tout se passe bien de ce côté-là et qu'on n'ait pas d'effets indésirables biologiques. Juste préciser que la PrEP ne protège que la personne qui la prend et pas ses partenaires, parce qu'on a quand même aussi pas mal d'usagers qui nous disent je n'ai pas pris ma PrEP, mais c'est pas grave parce que l'autre partenaire prenait la PrEP. Mais juste, c'est bien important de se rappeler que ça ne protège que soi et ça ne protège pas les autres. Donc c'est important de la prendre à chaque fois pour soi. Et ça protège pas les autres parce qu'en fait, on n'est jamais sûr de comment eux l'ont bien prise. Parce que c'est pas forcément facile à prendre aux bons horaires, régulièrement, tous les jours, sans jamais oublier. Et qu'on n'est jamais sûr qu'elle soit prise effectivement de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne peut toujours dire qu'elle est sous TPE, sous PrEP, pardon, et en fait elle prend absolument pas la PrEP et elle fait courir un risque à sa partenaire ou ses partenaires. Donc effectivement la PrEP ne protège que la personne qui la prend. C'est un peu devenu une excuse pour faire sauter la capote, de dire qu'on est sous PrEP. Oui, malheureusement. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit les préservatifs, c'est gratuit jusqu'à 26 ans en pharmacie. Oui. Voilà. Et après, c'est gratuit sur ordonnance de n'importe quel médecin après 26 ans. Tout comme les dépistages en laboratoire sont gratuits pour les moins de 26 ans depuis le 1er septembre, sans ordonnance
et sans frais à avancer. Et pour la PrEP, on aura à l'avenir bientôt peut-être de la PrEP injectable. C'est-à-dire une injection tous les 2 mois. Même tous les 6 mois pour les dernières études qui sont sorties sur la molécule qui serait utilisée. Ça va être génial. On a la même chose dans le cadre du traitement d'infection par le VIH. Ça, on pourra peut-être en parler du TASP, du traitement as prevention, qui est l'autre volet de la prévention de l'infection par le VIH, qui est le 3e volet de l'infection par le VIH, le 4e même si on rajoute le préservatif. Donc on a des médicaments qui sont qu'on appelle de long acting, qui une fois qu'ils sont injectés, vont être libérés progressivement dans l'organisme et protégés sur du long terme. Donc dans le cadre du traitement de l'infection par le VIH, c'est toutes les 8 semaines que le traitement est injecté. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Pas tous les 2 mois, c'est toutes les 8 semaines. Et dans le cadre de la PrEP, ça serait tous les 6 mois avec une molécule un peu particulière. Et donc le TASP, le Treatment as Prevention, c'est le fait qu'une personne séropositive pour le VIH, qui est traitée, qui est indétectable, n'est pas contaminante, n'est pas contagieuse, donc ne transmet pas le virus, que ce soit par le sang ou par les sécrétions sexuelles. Donc cette personne-là peut avoir des rapports sexuels non protégés avec sa ou ses partenaires fixes, sans préservatif, parce qu'elle ne transmet pas le VIH. Elle peut transmettre d'autres IST, mais pas le VIH. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est peut-être plus rassurant de coucher avec quelqu'un qui est indétectable? Alors moi, j'aurais tendance à répondre que si j'avais à choisir entre quelqu'un qui est séropositif traité, indétectable, et quelqu'un qui batifole dans tous les coins, qui prétend éventuellement être sous PrEP, qui ne se protège pas et qui propose un rapport non protégé, moi je choisis sans hésiter les yeux fermés vis-à-vis du VIH la personne qui est séropositive, indétectable, traitée, plutôt que l'autre, qui sera à mon sens beaucoup plus susceptible de transmettre non seulement des IST, mais notamment le VIH. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le VIH en 2024 ? Parce qu'on entend un peu tout, que le VIH c'est le sida, que le VIH n'existe plus. Où est-ce qu'on en est du VIH ? Alors le VIH existe toujours, le nombre de contaminations depuis une dizaine d'années diminue régulièrement, en tout cas ces 5-6 dernières années diminue régulièrement, pour toutes les raisons qu'on a vues, l'utilisation du traitement post-exposition, de la PrEP, la pré-exposition, et le traitement des personnes séropositives comme moyen de prévention de la transmission. Donc ça diminue d'année en année, on a à peu près entre 4500 et c'est un peu plus de 5000 nouvelles contaminations par an en France sur ces dernières années. On a dans la moitié des cas des diagnostics qui se font tardivement, et ça permettra de répondre à la question, faire la distinction entre infection par le VIH et sida. Donc on intervient sur des stades tardifs déjà évolués de l'infection, alors que nous on aimerait dépister ces infections beaucoup plus tôt pour traiter beaucoup plus tôt. Et donc effectivement une infection par le VIH n'est pas synonyme de sida. Le sida c'est une étape de l'évolution de l'infection par le VIH si le diagnostic n'a pas été fait, si le traitement n'a pas été mis en route et qu'on laisse évoluer l'infection, on arrive à un tableau d'immunodépression, SIDA, donc syndrome d'immunodépression acquis. Un tableau d'immunodépression, donc de d'effondrement des défenses immunitaires de la personne, qui va la rendre susceptible à tout un tas d'agents infectieux. Mais c'est un stade, on va dire un peu ultime de l'évolution de l'infection par le VIH si elle n'a pas été dépistée, diagnostiquée avant, et si aucun traitement n'a été mis en route. Actuellement, on a de moins en moins de dépistage et de diagnostic de sida en France, du fait des thérapeutiques de traitement de l'infection par VIH qui sont efficaces et qui font que cette infection n'évolue plus vers un stade d'immunodépression. On chronicise l'infection, on bloque l'évolution de l'infection, et on fait en sorte que les gens aient une vie tout à fait normale et qu'une espérance de vie identique à une personne qui n'est pas infectée par le VIH, et en plus grâce au traitement comme on l'a évoqué, en étant plus du tout contagieux et ne transmettant plus son infection. Donc, il y a différents stades de l'infection. Il y a le stade qu'on appelle de primo-infection, donc quand on s'infecte avec le virus, donc c'est le tout début de la maladie. Ensuite, il y a un stade de latence qui peut durer plusieurs années, qui va passer très souvent inaperçu, au cours duquel la personne va être contagieuse et contaminante si il n'y a pas de traitement qui est mis en route. Et si on laisse encore évoluer les choses, on aura une évolution vers un stade de sida, donc d'immunodépression, qui va pouvoir éventuellement, si on laisse encore évoluer les choses, évoluer vers possiblement le décès de la personne par tout un tas d'autres complications infectieuses.
Pour ajouter des détails de vie pratique aussi, quand on annonce à quelqu'un qu'on a trouvé des traces, la présence du VIH, c'est vrai qu'on a tendance à lui dire aussi qu'au bout de quelques mois de traitement, il va être indétectable, qu'au bout de 6 mois d'indétectabilité, il pourra retirer le préservatif avec ses partenaires, qu'il ne pourra plus transmettre le VIH, qu'il pourra avoir des enfants normalement, n'importe quel travail, qu'il pourra avoir une plaie, être soigné et ne jamais contaminer quelqu'un avec son sang. C'est une vie normale, avec un traitement qui accompagne jusqu'au bout de la vie, mais la vie ne s'arrêtera pas à cause du VIH. À ce jour, c'est un traitement qu'on n'arrêtera pas pour le moment, parce qu'on ne sait pour le moment pas guérir d'une infection par le VIH, mais c'est un traitement qui se poursuivra à ce jour toute la vie, au même titre que des personnes qui sont diabétiques, par exemple, vont prendre un traitement toute leur vie. En fait, il s'agit d'une infection chronique qu'on va prendre en charge et qu'on va contrôler. Et actuellement, les traitements font en sorte qu'on contrôle l'évolution de cette infection et on n'évolue plus vers un stade d'immunodépression. Vous avez connu, vous exerciez déjà pendant les années SIDA ? Oui. Ça devait pas être la même ambiance ? Non. C'est toujours assez émouvant de se rappeler de cette période-là, pour moi en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, je crois qu'il y a quelques bons films à voir. Alors non seulement Philadelphia, mais il y a notamment 120 battements par minute. Je trouve que c'est un excellent film sur l'ambiance qui régnait à ce moment-là, sur l'urgence de vie qu'il y avait à ce moment-là. J'en ai encore juste la chair de poule rien que d'en parler. Sur l'urgence de vie des personnes séropositives à ce moment-là, à qui on annonçait, quand on annonçait ce diagnostic, c'était un diagnostic quasiment de mort assurée, à moyen terme. Et donc il y avait une espèce d'urgence de vie qui n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et avec l'arrivée des trithérapies, donc en 1996 en France, c'était vraiment le tournant de la prise en charge de l'infection par le VIH. Et on a vu, mais vraiment littéralement, au sens littéral du terme, on a vu revivre les gens. Et on a vu, les gens ont guéri et ils ont été obligés de réapprendre à vivre. Pour ceux qui ont connu cette période-là, qui ont traversé cette période-là, ils ont été obligés de réapprendre à vivre et à recommencer à faire des projets, et à se projeter dans l'avenir, parce que maintenant, l'espérance de vie est exactement la même que quelqu'un qui n'est pas infecté, voire même plus... ils ont même une espérance de vie plus longue, plus importante que ceux qui ne sont pas infectés, tout simplement parce qu'ils bénéficient d'un meilleur suivi et d'un dépistage de pathologies, notamment de cancer, beaucoup plus tôt que la population générale. Et donc il y a 2 très bons films, il y a 120 battements par minute qu'il faut voir, et un des derniers films que j'ai vu moi récemment, qui s'appelle Vivre, mourir et renaître. Oui. Oui, parce que Philadelphia, il est un peu trop plombant. Il est plus plombant, mais 120 battements par minute, c'est aussi plombant quand même, mais je trouve que ça reflète vraiment l'urgence de vie. Il y avait un rapport au VIH qui était différent. Maintenant, on a l'impression que le VIH, c'est terminé. Enfin, en tout cas, pour les jeunes générations, le sentiment qu'on a, moi, quand je les vois maintenant en consultation, c'est le VIH, en gros, c'est une maladie, entre guillemets, de vieux, c'est fini, de toute façon, on en guérit. Parce que les gens confondent indétectabilité et guérison de l'infection. Pour le moment, on ne guérit pas malheureusement encore de l'infection. Donc, on rend les gens indétectables, c'est-à-dire qu'on parlait de charge virale tout à l'heure. On ne retrouve plus de virus, ou très peu de virus, dans le sang et dans les sécrétions et dans les différents compartiments de l'organisme. Et donc il y a une confusion entre guérison et indétectabilité. Et pour les plus jeunes maintenant, ils ont le sentiment que grâce aux trithérapies, ou aux bithérapies maintenant, puisqu'on a des bithérapies dans le cadre du traitement, cette infection n'existe plus ou qu'elle n'est plus grave. Et qu'au final, c'est de l'histoire ancienne et que c'est terminé. La dernière fois, là, j'avais fait une manifestation là, avec les NIPS. Je distribuais des capotes à l'entrée, mais j'ai eu combien de jeunes qui me disaient « Mais pas de capote, ça n'existe plus le sida ». Il y a ça, et il y a encore la confusion sur les modes de transmission. On parlait tout à l'heure des modes de transmission des IST. Alors bien sûr, la transmission, notamment pour ce qui est du VIH et de l'hépatite B, c'est par le sang et par les sécrétions génitales. Il y a encore une confusion quand on fait des études. Il y a une étude Baromètre Gay qui sort toutes les années, et on interroge des jeunes sur les modes de transmission, et ils pensent encore que le VIH, par exemple, peut se transmettre pour 17 à 20% d'entre eux par le partage de verres, par exemple, ou d'échanger des couverts. Et ils n'imaginent pas que c'est uniquement une transmission par voie sexuelle ou par voie sanguine.
Donc par voie sexuelle, ils voient bien les rapports sexuels, mais ils n'imaginent pas que ça peut être transmis par fellation notamment. Et par voie sanguine, ils occultent toute la partie de transmission par l'intermédiaire des pailles dans le cadre des addictions par sniffage. Quand il y a un échange de pailles, quand on sniffe de la coke par exemple, parce que ça fait saigner les muqueuses, et que quand on fait saigner les muqueuses, il peut y avoir, quand on échange ces pailles, des transmissions non seulement du VIH, mais de l'hépatite B et de l'hépatite C aussi. Et ça, c'est tous des risques qui sont occultés que les plus jeunes notamment ne connaissent pas. Oui. Donc ils sont plus, enfin, ça ne les dérange pas de partager la même paille, mais par contre de boire dans le verre d'une personne séropositive. Ça les bloque. Oui. Mais on a, nous, souvent des appels ici. Juste, on rassure. Quelqu'un, un lundi, qui appelle parce qu'il a bu dans le même verre le samedi soir qu'une personne séropositive, il est en panique. Ou on a eu l'autre fois carrément une vendeuse qui a pris le téléphone d'une personne qui est suspectée, enfin qui avait une plaie dans la main et qui est suspectée être PV-VIH. Et on lui a dit qu'à part se l'introduire dans le vagin, il n'y avait pas trop de raison pour qu'elle l'attrape. Ou le lécher. Ouais. Voilà. L'hépatite C, j'ai appris que ça survivait 3 semaines sur une paille quand on sniffe les drogues à l'air libre. Donc prendre la paille de la veille d'un copain, ça, c'est pas une bonne idée. La paille, c'est comme le préservatif. D'abord, ça se change à chaque sniffage et c'est individuel. C'est-à-dire qu'il viendrait l'idée de personne de prêter son préservatif à son pote, un préservatif utilisé. Donc, pas pour la paille, c'est exactement pareil. C'est vraiment individuel. Du coup, il y a des rouleaux à paille qui existent en carton. Il vaut mieux préférer n'importe quelle feuille de papier pas utilisée pour faire un rouleau à paille plutôt que de réutiliser une paille métallique qui n'est pas la sienne. Et on évite les billets. Ah oui, et les billets, du coup, il peut y avoir... Bouillon de culture. Ouais. Il faut vraiment retenir que les surfaces et tout ce qui va être à usage partagé peut transmettre tout un tas d'agents infectieux, VIH, hépatite B, hépatite C, mais aussi la syphilis, mais aussi le gono, mais aussi chlamydia, et qu'il faut veiller à cet entretien de ces surfaces. Et aux doigts, faire attention aux doigts, le doigtage transmet aussi beaucoup de choses. Par rapport aux petites plaies, les petites peaux, tout ça ? Non, à partir du moment où ça colporte, ça prend et ça emmène des sécrétions sexuelles. Okay. Si en plus tu as une petite plaie, bon bah là ça rentre direct. Mais si tu l'emmènes sur une autre muqueuse, ça peut contaminer l'autre muqueuse. Okay. On parlait tout à l'heure des pratiques, donc dans le cadre des pratiques multipartenaires où il y a plusieurs partenaires en même temps, des partous ou des choses comme ça, où des doigts peuvent rentrer dans différents orifices d'un individu à un autre. Bien sûr, le risque est individuel pour la personne qui aurait des plaies sur le doigt, mais il est aussi pour les autres, puisqu'en fait, il vaut mieux être le premier sur le doigt que le 35e. Bon à savoir. Faut se mettre en début de fil. Voilà, c'est ça. Est-ce que juste, on a 5 petites minutes, est-ce qu'on peut parler brièvement de la syphilis ? Alors la syphilis, une fois qu'on l'a attrapée, une fois dans sa vie, on garde une cicatrice au niveau de la prise de sang. Ça ne veut pas dire que c'est actif, mais on peut à chaque fois qu'on refait une prise de sang le retrouver. Ça partira plus jamais. Il y a un autre dosage dans la prise de sang qui montre si la syphilis est active ou pas, si on s'est recontaminé ou pas. Et c'est ça qu'on va suivre quand on a fait un traitement pour la syphilis, c'est une injection au niveau de la fesse. C'est ça qui va diminuer au fur et à mesure, en 1 an grosso modo, et qui va redevenir négatif. Donc il y a 2 marqueurs différents une fois qu'on a été contaminé à la syphilis. Voilà, donc la syphilis on en guérit, mais on garde une trace qui ne bougera pas. Tout à fait. Qui ne bougera pas, sauf si on se réinfecte et qu'on refait une syphilis. Ouais. Et c'est ce qu'on suit quand on fait les suivis sérologiques de syphilis, que ce soit par le taux d'anticorps ou par le RPR, c'est que si ce taux réaugmente, la réaugmentation signe une réinfestation. Okay. Et du coup, on refait une injection de traitement. Pénicilline. Voire 3. C'est vrai. Et alors, ça va en fonction de la présence de la syphilis ? En fait, si jamais on a la preuve que la personne est infectée depuis moins d'1 an, on va faire une seule piqûre. Okay. Si par contre on n'a pas la preuve ou qu'on a la preuve que ça fait plus d'1 an, on va faire une piqûre par semaine pendant 3 semaines. Okay. Parce qu'on considère que c'est plus installé dans le corps. J'aurais bien aimé dire un mot sur le futur problème qu'on aura dans le monde des résistances aux antibiotiques. Et que ça va arriver, le fait qu'on arrête de traiter les bactéries qu'on trouve qui ne donnent pas de symptômes. Il viendra un jour où, même quand on a un chlamydia ou un gonocoque, à partir du moment où on n'a pas de symptômes, on le gardera et on le traitera pas. Parce que à force de traiter tout le temps,
c'est vrai qu'on commence à voir des bactéries de plus en plus résistantes à des antibiotiques arriver. Alors pour le moment, on peut se permettre encore de traiter, mais dans les prochaines années, ça évoluera probablement. Encore que la résistance aux antibiotiques commence, puisqu'on a de plus en plus de difficultés avec le gono, qui évolue en termes de résistance antibiotique assez rapidement. Et puis avec le mycoplasme qu'on évoquait tout à l'heure, qui lui naturellement est résistant à pas mal d'antibiotiques, et du fait de la pression de sélection des antibiotiques, mute très rapidement et devient rapidement résistant. Et celui-ci pose vraiment actuellement des problèmes de traitement. Mais il y a un vaccin non, pour la gono qui est en test ou c'est pas... Ça ne marche pas. Pour le moment, les essais vaccinaux contre la gonococcine ne fonctionnent pas. Ok. D'accord. Pareil, la doxypep, le fait de prendre de la doxycycline avant les rapports, c'est pas du tout conseillé. Okay. Du fait d'une sélection de résistance. Très bien. Vous avez d'autres choses à rajouter? Non. Oui. Moi, oui, juste dès lors qu'on a une activité sexuelle avec un ou une partenaire non fixe, non stable, quel que soit le type de sexualité, ou dès lors que dans le cadre d'un couple, on s'ouvre à des partenaires extérieurs, il ne faut pas hésiter à se faire dépister, à venir au Griffon, aller au centre de dépistage anonyme et gratuit, ou de passer par son médecin traitant pour avoir des dépistages régulièrement pour s'assurer qu'on n'est pas porteur d'infection. Et dès lors qu'on est installé en couple stable, si on veut se dédouaner du préservatif, par exemple, au bout d'un moment, peut-être c'est l'occasion de se faire dépister. Et puis comme ça, on est tranquille, on retire le préservatif et on est à l'abri de tout un tas de désagréments. Donc n'hésitez pas et n'hésitons pas à se faire dépister. Et la vaccination aussi pour l'hépatite et se faire vacciner vis-à-vis des pathologies pour lesquelles des vaccins existent, notamment l'hépatite B, l'hépatite A et le HPV. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et le premier samedi de chaque mois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, legriffon.lyon, mais aussi sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Safe sex et plus encore.